Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce débat. La manifestation de samedi avait été interdite par les autorités à cause de l'état d'urgence. Une décision jugée antidémocratique par les organisateurs que prévoient les textes sur les manifestations. L'évocation de l'état d'urgence était-elle une volonté délibérée orchestrée par le pouvoir politique? Est-ce possible de marcher pendant l'état d'urgence? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Maître Abdraman Ben Mamata Touré, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir. Djadje Keita est également juriste. Bonsoir. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Alors, maître, que disent les textes maliens sur les manifestations en général? Merci beaucoup. Vous me prenez un peu de court parce que je m'attendais à ce qu'on pose la question à mon cher ami à ma droite, Djadje Keita, administrateur civil. Pour revenir à la question, ce que les textes prévoient, il faut d'abord faire la différence entre les différentes organisations, en tout cas, qui projettent de marcher. En ce qui concerne la situation actuelle, on en a deux grandes catégories principalement. Les organisations de type politique qu'on appelle les partis politiques et les organisations de type, qui sont des associations qui ne sont pas en tout cas politiques. Pour cette seconde catégorie, les associations, je pense que la demande d'autorisation, en tout cas, est une obligation, la demande préalable d'autorisation. Elle doit être autorisée avec des exigences particulières. Mais la seconde catégorie qui est constituée par les partis politiques, la loi de 2005 portant charte des partis politiques est claire là-dessus. Il s'agit simplement de faire ce qu'on appelle une déclaration préalable. On informe simplement les autorités administratives civiles compétentes de la marche avec comme simple obligation la simple déclaration plutôt. Donc aucune autorisation n'est requise en la matière. Donc globalement, je pense que c'est à peu près comme ça que la loi malienne, en tout cas, régit les questions relatives aux manifestations. Donc si je comprends, il est possible donc de manifester pendant l'état d'urgence au Mali? Et là, vous posez deux questions parce que l'état d'urgence est une situation qui est prévue par les textes, mais cet état d'urgence également est instauré pour protéger surtout les libertés. Donc ce n'est pas un état d'urgence sur nos libertés, mais plutôt un état d'urgence qui est fait pour protéger nos libertés. Donc chaque fois qu'on peut marcher de manière tranquille et que les raisons pour lesquelles l'état d'urgence est décrété ne sont pas, en tout cas, des raisons qui peuvent être entachées, je pense qu'on peut bel et bien marcher sous l'état d'urgence. L'état d'urgence n'est pas une phase quand même de mise en sommeil des libertés, mais d'encadrement surtout, d'évaluation des risques par rapport au déroulement normal des marches. Okay. Alors, Djadjo, il y a des choses à ajouter par rapport à ce que disent les textes maliens sur les manifestations en général au Mali? Je voulais déjà vous remercier de m'avoir invité. C'est ma première, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je vais dans la même dynamique que M. Touré. Je constate que l'état d'urgence est consacré par la Constitution du 25 février 1992. C'est l'article 72 de notre Constitution qui en fait référence. Je suis d'accord avec lui en disant qu'effectivement, l'état d'urgence n'est pas tout à fait un frein. Les manifestations en général d'abord. Les manifestations en général peuvent, comme Touré a eu à le dire, Maître Touré a eu à le dire, peuvent se passer dans notre pays, à condition effectivement que ces manifestations-là soient bien encadrées. Et donc l'état d'urgence est là, elle n'est pas du tout liberticide dans un premier temps. La situation, le régime d'état d'urgence, elle est là pour protéger comment ce qu'on appelle les libertés. Donc c'est tout à fait possible qu'on puisse marcher, exprimer ses points de vue, ses convictions en période d'état d'urgence. Okay. Mais selon vous, est-ce que la marche de samedi dernier était une violation de l'état d'urgence? La réponse, elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle est beaucoup plus complexe que ça. Je m'explique. Comment ce qu'on appelle la manifestation, la marche du
du 2, si ma mémoire est fidèle, oui, du 2 juin 2018 n'était pas du tout une violation de l'état d'urgence. Si je dois répondre à votre question par oui ou par non, elle n'est pas du tout une violation de l'état d'urgence. Comment? Pour la simple raison qu'il y a ce qu'on appelle la loi 2017, plutôt la loi du, si je me perds pas, la loi du 05047-2005 portant charte des partis. Et dans cette loi, il y a l'article 16 de cette loi qui dit que les États, les partis organisent librement les activités. Toutefois, les manifestations dans le domaine public sont soumises à une déclaration préalable. Et cette déclaration a été bel et bien constatée. À partir de cet instant-là, de ce constat-là, on peut dire que comment est-ce qu'on appelle, les manifestants pouvaient librement manifester. J'ajoute, avec votre permission, que normalement, ce qui se passe, les textes disent clairement que les partis politiques, quand ils expriment, ils vont dans ce sens-là, quand ils décident de manifester, ils doivent adresser effectivement une demande qui est adressée à la mairie de là où la manifestation doit avoir lieu. En l'occurrence, il s'agit de la commune 3. La manifestation devait concerner, si ma mémoire est fidèle, la commune 3. Et donc, la demande devait être adressée au maire de la commune 3. Et pas au gouverneur du district. J'en viens avec votre permission. La demande est adressée au maire de la commune 3, mais comme le maire de la commune 3 n'a pas de service de sécurité propre à sa disposition, il fait référence, plutôt, il ramène la demande auprès du gouverneur du district de Bamako. Voilà ce que disent les textes en la matière. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la demande, sinon l'autorisation, on a adressé la correspondance au gouverneur du district plutôt. Mais est-ce que c'était une demande ou bien c'était simplement une information, une déclaration d'intention? Comme je le dis, dans l'article 16 de la loi 047 du 18 août 2005, la demande doit être, ça doit être une demande expresse, la demande doit être adressée, pas une autorisation, dans le cadre de la loi du 04, la loi 04047 est très claire là-dessus. Ça doit être une demande, pas une autorisation. Mais l'état d'urgence, avec votre permission encore, je termine là-dessus si vous voulez bien, elle est beaucoup plus compliquée. Le régime d'état d'urgence est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que c'est l'État qui a des informations que vous et moi n'avons pas, qui apprécie cette situation. Et c'est là où tout le débat se situe. Ok. Ben Mamata, votre avis sur la marche de samedi dernier, est-ce que c'était une violation de l'état d'urgence selon vous? Moi, je pense que déjà, la formulation de la question, on doit la préciser un peu. Est-ce qu'on viole un état d'urgence? Je ne pense pas. En tant que juriste, permettez-moi d'être un peu plus tatillon sur les termes. L'état d'urgence est un motif, c'est une raison avancée par rapport à une interdiction, n'est-ce pas, de type administratif. Donc, la raison, elle ne peut pas être quelque chose qu'on viole. On s'appuie sur l'état d'urgence pour prendre un acte administratif d'interdiction. Maintenant, la manifestation, on va la juger en fonction de l'acte administratif qui l'interdit, pas au nom simplement de la raison, en tout cas, qui est avancée dans l'acte administratif, en tout cas, d'interdiction. Donc, violer l'état d'urgence, je ne pense pas que ce soit le cas, mais ce qu'il faut retenir simplement, c'est que est-ce que nous étions dans une situation objectivement dangereuse en tenant compte des raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été instauré. Si vous remontez un peu depuis le 20 novembre 2015, à la suite des attentats du Radisson, où on a instauré l'état d'urgence au Mali, on l'a prorogé, nous sommes pratiquement à la 8e prorogation, et qui doit expirer le 31 octobre, si j'ai des bonnes mémoires. Et les raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été décrété, en tout cas la prorogation, la dernière de 1 année, ça a été fait principalement pour la crise au niveau du centre, les questions de djihadisme et de terrorisme, les menaces, en tout cas consubstantielles à ce terrorisme-là. Donc cette prorogation a été faite dans ce sens. En plus, on l'a étendue, en tout cas, à tout le reste du pays. Maintenant, est-ce que cette manifestation qui avait été projetée en fonction de son itinéraire, en fonction également de sa similitude avec les autres marches qui a eu lieu dans ce pays ces derniers temps, est-ce qu'il y avait suffisamment d'éléments qui pouvaient amener les autorités à dire que si cette marche a lieu, on peut être en face d'une situation où il y a un danger terroriste qui peut intervenir, une menace terroriste en tout cas peut être là. Et donc en fonction de cela, à cause de cela plutôt, nous allons interdire la marche pour préserver
la sécurité des uns et des autres. Donc on met un peu le pied sur nos libertés en contrepartie pour nous protéger au nom de la sécurité. En l'espèce, je vous renvoie à la question. Moi, je pense que tout le monde a vu quand même que cette marche ne présentait pas, en tout cas, les symptômes d'un danger qui pouvait donner lieu à des attentats ou à des destructions terroristes pour lesquels l'état d'urgence a été instauré. Donc moi, je pense que c'est sincèrement qu'on a simplement procédé à un détournement de cette notion d'état d'urgence. Et la question, elle est importante parce que de prorogation à prorogation, il est temps maintenant qu'on se pose la question de la permanence même de cet état d'exception qui est assez liberticide à bien des endroits. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais ailleurs, ça a eu lieu et ils ont réfléchi et ils sont passés à une forme de normalisation à travers des lois spéciales pour des questions relatives au terrorisme. Mais rester dans un état d'urgence permanent, ça peut donner en tout cas lieu à des dérives, à des interdictions, toujours en s'appuyant sur cette notion. Et en faisant cela, on risque quelque chose, c'est-à-dire on va galvauder la notion et la vider de tout son contenu et l'utiliser pour des raisons étrangères à sa raison d'être. Moi, je pense que cette fois-ci, l'état d'urgence a été vraiment détourné de ses fins initiales. Ok, mais en fait, en tout cas, l'interdiction quand même était annoncée bien avant la marche et on a vu que les organisateurs, ils ont tenu quand même à marcher. Alors, que prévoient les textes dans de tels cas ? Est-ce qu'il y a des sanctions bien ciblées? Oui, non, les textes sont assez clairs là-dessus, parce que lorsqu'on interdit simplement une manifestation, il ne faut pas simplement se dire que la simple interdiction donne lieu automatiquement à la caractérisation d'une infraction de type trouble à l'ordre public. Pas du tout cela. Nous sommes dans une situation où on a besoin, en tout cas, d'un équilibre. Mais si on doit aller sur les textes, nous avons l'article 63, je pense, du Code pénal malien qui prévoit les troubles graves à l'ordre public. Et cet article ne parle pas de troubles simplement, mais de troubles graves à l'ordre public. Et dans les éléments constitutifs de cette infraction, on parle d'attroupement illicite, l'érection de barricades, l'allumage de feu, l'entretien, mais dans le dessein de perturber la circulation ou de s'aimer la panique dans la population. Donc, lorsque une manifestation est interdite et que ça a été fait dans le dessein de troubler l'ordre public, d'entraver la circulation ou de s'aimer la panique, n'est-ce pas, dans la population, on peut être dans le cadre de l'article 63 du Code pénal qui est très pointu, en tout cas, sur la notion de mobile. Donc, le mobile doit être la recherche de cette conséquence. Le mobile, c'est la recherche de cette conséquence-là. Tant que cela n'est pas recherché, je pense que le caractère infractionnel n'est pas du tout établi. Et dans le cas d'espèce, nous avons eu une situation où la déclaration a été assez claire. La déclaration a affirmé d'emblée que c'est une manifestation qui est pacifique. L'itinéraire a été donné, les organisateurs sont bien connus. Donc, le fait simplement d'aller organiser cette manifestation, même interdite, moi, à mon niveau, n'est pas un fait suffisant pour caractériser l'infraction visée à l'article 63, à partir du moment où le mobile de trouble à l'ordre public, de s'aimer la panique et le trouble dans la population ou d'entraver la circulation, les mobiles ne sont pas présents. Donc, il faut faire énormément attention, d'où la pertinence de la réponse apportée maintenant par les autorités administratives civiles qui se sont également référées aux autorités de police judiciaire pour le maintien de l'ordre. Les réponses auraient pu être en tout cas autres. Je pense que voilà, donc, mais en tout cas, ce que les textes disent en ce qui concerne la sanction de ces genres de manifestations interdites, il faut que le mobile également soit vraiment la recherche d'un trouble ou l'entrave à la circulation des personnes. Ça, c'est ce que les textes disent, notamment le Code pénal en ce qui concerne le trouble. Il ne parle même pas de trouble, les textes parlent de trouble grave à l'ordre public. Donc le degré de gravité est une composante même de la caractérisation de cette infraction. Donc c'est une notion assez sensible qui demande beaucoup d'études avant de la déployer. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani. Retour donc sur ce plateau dans le cadre de ce grand dialogue que disent les textes maliens sur les manifestations avec nos invités, Maître Abdraman Ben Mamata Touré, il est juriste, et Diadje Keita, également juriste. Alors, Diadje Keita, le fait que la marche avait été interdite et que malgré ça, les organisateurs ont tenu quand même à aller vers cette marche, est-ce que
c'est criminalisant du point de vue quand même des textes, selon vous? En fait, je crois que la question a été déjà, si je peux me permettre, la question a déjà été répondue par Maître Touré. Votre avis, on a besoin de voilà. Votre avis aussi. Mon avis est que, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, la question, elle est à la fois, cette fois-ci, politique et juridique. Politique, que disent les textes? Juridique, juridique, que disent les textes? Politique, parce que simplement les partis politiques maliens estiment qu'ils étaient dans leur droit aussi d'aller manifester. Alors mon avis est le suivant. Je pense qu'il n'y a pas d'infraction qui a été commise ici et donc cette marche était tout à fait légale de mon point de vue, eu égard, je le répète encore, à la loi 05047 du 18 août 2005 qui portant sur la charte des partis politiques maliens. Oui, mais est-ce que l'État n'avait pas d'autre recours que d'utiliser la force dans ce cas? Ah oui, c'est là où je dis que c'est une question à la fois politique et juridique. Le juridique, l'ordre juridique a été, le volet juridique a été répondu. Ce que vous venez de poser, votre question, elle est d'ordre politique ici. Est-ce que l'État n'avait pas d'autre moyen que d'aller dans ce que vous avez dit, à savoir la répression de la manif? Pour l'universitaire que je suis, évidemment que oui, c'est à la fois une faute politique et une faute juridique que le gouvernement a commis, surtout politique. Je pense qu'on a donné beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus d'écho à une manifestation qui, à mon sens, n'avait pas autant de monde que, en tout cas, des manifestations que nous avons connues, notamment lors de la réforme constitutionnelle ante-Abana. Donc, c'est plus une faute politique, à mon sens. Mais vous venez de toucher cette marche, mais pourquoi l'État a accepté la marche de ante-Abana et refusé celle-là? Bonne question, encore une fois. Là, on est plus dans le politique, plutôt dans le volet politique et dans le volet juridique. En fait, je me pose la question, pourquoi moi aussi, pourquoi l'État, c'est tout le débat. Et c'est l'argument sur lequel se réfèrent ceux qui sont partis de l'opposition, c'est l'argument sur lequel l'opposition malienne se réfère pour dire, mais pourquoi vous avez accepté qu'on sorte, qu'on manifeste, vous avez accepté les 2 marches ou les 3 marches qui sont passées lors de la réforme constitutionnelle et vous refusez la même marche. Et pourtant, les 2 situations se sont passées sous le même régime, à savoir le régime d'état d'urgence. C'est là où je dis que c'est une faute politique. Encore une fois, mais là, il y a un autre élément à prendre en considération, à savoir que les services de l'État peuvent, je dis bien peuvent, c'est au conditionnel, peuvent avoir des informations que nous n'avons pas. Et ces services peuvent estimer que cette marche pourrait éventuellement porter atteinte à l'ordre public ou pourrait être un danger pour l'ordre public. Mais ce sont des éléments de considération que moi, je ne suis pas en mesure d'estimer. Voilà. Oui, Maître Ban Mamata, on vient de parler de l'acceptation de la marche de ante-Abana et certains ont parlé même d'autres rassemblements pendant cette même période, notamment le déplacement du président de la République à Ségou et à Kangaba. On a parlé de l'organisation du Mauloud ici au stade du 26 mars et même de l'investiture de candidature de Soumaïla Cissé. Alors, selon vous, pourquoi accepter vraiment ces rassemblements et celle-là précisément refusée? Moi, je pense, pour être objectif, parce que nous sommes dans le cadre d'une émission où nous avons quand même certaines obligations, objectivement, il y a 2 lectures. La première lecture, c'est celle que vous avez dite. La seconde lecture, il faudrait aller chercher un peu dans les pouvoirs que l'état d'urgence accorde aux autorités administratives civiles. C'est un état d'exception qui donne la possibilité, la liberté d'évaluation des situations avant de prendre une mesure d'ordre général ou d'ordre particulier. Et c'est dans ce cadre simplement qu'on assiste à une différence de position entre des manifestations dans une période de référence relativement courte ou similaire. Donc, à l'époque, les autorités ont dû estimer que les raisons qui peuvent perturber l'état d'urgence, les raisons en tout cas pour lesquelles l'état d'urgence a été instauré, notamment des attentats terroristes et tout le reste, ces raisons n'étaient pas présentes, donc on pouvait laisser les marches passer.
Cette fois-ci, ils se sont basés sur d'autres évaluations. Je ne sais pas si ça avait été fait, si ça a été fait ou pas, mais il faut simplement retenir que c'est dans le cadre du pouvoir d'appréciation des autorités administratives maintenant pour pouvoir juger de la nécessité, de la pertinence d'une marche, de sa dangerosité ou de la menace. Pour revenir à ce cas concret, c'est vrai quand même que c'est incompréhensible et nous ne sommes plus dans la démonstration juridique, mais dans l'analyse politique de la situation. C'est vraiment incompréhensible que des marches similaires aient eu lieu sur le même itinéraire avec plus ou moins les mêmes organisateurs et qu'on interdise cette fois-ci celle-là au nom de l'état d'urgence et du trouble à l'ordre public. Moi, ce que je retiens simplement, c'est que le Mali fait aujourd'hui partie des pays de la sous-région dans lesquels les marches sont les plus pacifiques. Parce que nous avons une expérience quand même des marches qui se sont mal terminées avec des casses, etc. Ça fait très longtemps qu'au Mali, on n'a pas de manifestation qui donne lieu à des casses comme ça a été le cas lorsqu'on était au lycée dans les années 90. Donc ça, c'est une raison qui me permet de dire simplement que cette fois-ci, objectivement, il faut se le dire, en tout cas, la raison principale de l'interdiction de cette marche, c'est une raison purement politique. C'est une raison également qui n'est pas du tout conforme à l'esprit de l'état d'urgence et c'est une raison également qui est liberticide en elle-même et c'est quelque chose qui ne doit pas passer. Si vous observez la scène, en tout cas politique ou de la société civile au Mali ces temps-ci, vous vous rendez compte simplement que lorsque Mohamed Issou Bachili était à Ségou, il y a eu des manifestations, en tout cas il y a eu des événements à Ségou où une partie des jeunes étaient allés pour empêcher la tenue d'un meeting. À l'époque, on a un peu tiré sur la sonnette d'alarme en disant que c'est des prémices aux atteintes à la liberté de manifester. Et cette fois-ci, nous sommes à Bamako et nous avons en face des mesures de type régalienne, quoi, carrément des mesures qu'on prend sur la base des actes administratifs par les autorités administratives. Donc l'un dans l'autre, on se rend compte que nous sommes en train de glisser simplement d'une démocratie où l'expression pacifique à travers les cortèges, à travers également les marches et tout le reste est en train d'être menacée, que ce soit dans des endroits confinés ou que ce soit maintenant en ambulatoire. Moi, je pense que c'est des questions qui sont éminemment pointues et le contexte est suffisamment sensible pour qu'on ne puisse pas, en tout cas, nous laisser ravaler par ces raisons, en tout cas par ces faits qui peuvent nous amener à des situations difficiles. Moi, je pense sincèrement que la liberté de manifester, on doit la maintenir. On peut encadrer. Vous avez parlé de, comment on appelle ça, des réponses. La police aurait pu apporter une autre réponse. La stratégie n'est pas simplement la bastonnade. La stratégie n'est pas simplement la réponse violente. On aurait pu accompagner le cortège. Après, maintenant, et attaquer les responsables devant les juridictions compétentes pour avoir organisé une manifestation non autorisée, mais non pas autorisée, mais une manifestation interdite. Donc il y a des réponses légales qui étaient là qu'on aurait pu utiliser. La police pouvait venir, encadrer, observer chaque fois que l'ordre public était susceptible d'être troublé maintenant, maintenir l'ordre. Après la marche maintenant, on peut jusqu'à présent maintenant attaquer les organisateurs qui sont connus. Mais la réponse a été automatiquement la violence. On a procédé à une stratégie de confinement au siège de l'ADP Maliba. Ce n'était pas de là-bas que la marche devait partir. C'était le lieu de rassemblement des responsables pour venir commencer la marche à la place de la Liberté. Donc, ils n'ont même pas eu le temps matériel d'arriver sur les lieux de rassemblement. Donc, ils ont été confinés dans un endroit. Donc, l'expression de la violence est partie depuis là-bas, y compris également au niveau de la bourse de travail où ceux qui étaient en charge de la mise en place du podium, très tôt également, avaient été pris dans cette nasse, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Donc, cette stratégie, la réponse policière, la réponse administrative, elle est disproportionnée par rapport, en tout cas, à cet événement. Et quand j'entends le Premier ministre également dire que tous ceux qui sont contre la loi, nous les combattrons, moi je pense que c'est une parole un tout petit peu forte dans le contexte actuel, dans la mesure où la loi également, la loi sur les partis politiques autorise les personnes à marcher, même si on peut dire également qu'ils avaient la possibilité aussi d'aller en référé et de porter une action aux fins d'annulation de l'interdiction, mais les enjeux politiques font de sorte que l'un comme dans l'autre, chacune des parties a des moyens juridiques qu'il peut utiliser, mais pour des raisons politiques, eh bien, chacun se positionne. Je pense que
qu'il est difficile de faire une analyse purement juridique ou purement politique de la situation. Donc c'est une analyse globale, et tout ce qui est global maintenant entraîne forcément une simplification et beaucoup de mesures dans ce qu'on dit. Mais vous avez tantôt touché le cas de l'ADP Maliba. Ils ont décidé d'ailleurs de porter plainte contre le gouvernement. Est-ce que la chose ne va pas prendre une autre tournure avec cette nouvelle donne? Moi, je pense que chaque fois on est devant les juridictions n'ont pas vocation à jeter de l'huile sur le feu. On est dans un état de droit. Lorsqu'on sent qu'un droit a été violé et qu'on veut un rétablissement de la situation, on saisit les juridictions compétentes. Chacun peut saisir la juridiction, y compris également l'administration en face. On peut tout demander au juge, on peut demander à un juge de rattacher le ciel à la terre. Il suffit simplement d'apporter les arguments. ADP Maliba estime aujourd'hui que ce qui s'est passé est inadmissible, donc ils vont porter leur action. Et moi, je pense que leur action, le juge vont décider de la recevabilité ainsi que de la pertinence maintenant du fond de cette affaire-là. Très bien. Alors, Diadje Keita, donc on a tantôt dit que le gouvernement a plutôt préféré utiliser la force, et Maître Ben Mamata a aussi signalé que les organisateurs, ils auraient pu quand même aller vers l'annulation de la décision d'interdiction. Alors, quelle autre alternative s'offrait à l'opposition dans le cas-ci? Merci pour la question. Au risque de répéter encore une fois ce qui a été dit par Maître, l'état d'urgence pose beaucoup de problèmes, que ce soit sous les tropiques ou ailleurs. Ça a toujours posé problème dans les différents pays, que ce soit dans les démocraties occidentales ou même chez nous ici. Simplement, l'opposition malienne a estimé, c'est vrai que l'opposition avait d'autres voies à sa disposition pour... notamment en allant devant les juridictions pour attaquer cette demande qui a été refusée. L'opposition n'a pas estimé. Elle n'a pas estimé que c'était la bonne voie. C'est eux qui peuvent répondre à cette question, je ne serai en mesure. Mais voilà, moi j'aurais estimé en tant que juriste, en tant que légaliste, que l'opposition malienne, au lieu d'aller marcher, aille devant les juridictions pour porter pour nullité de la comment est-ce qu'on appelle de l'interdiction, merci pour le mot, l'interdiction de cette marche-là. Ça n'a pas été, c'était pas le choix qu'a fait l'opposition malienne. Donc voilà, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Mais en dehors de ces trois options, il n'y en a pas d'autres pour éviter quand même ce à quoi on a assisté. Il y a d'autres voies. Moi, je pense que la maison de la presse ici, en tout cas, a été une structure qui a accueilli ces 2 jours des responsables de haut niveau qui sont venus dans le cadre d'un dialogue. Et vous savez, lorsque la marche de la plateforme anti-Abana avait lieu, il y avait un cadre de dialogue qui était instauré. Amikan était gouverneur à l'époque, et donc les marches se faisaient en pleine concertation avec, en tout cas, les organisateurs de la marche ainsi que les autorités qui étaient en charge du maintien de l'ordre. Cette fois-ci, il y avait également la possibilité d'user des mêmes voies qui étaient là, qui ont fait leurs preuves. Mais le choix a été fait d'aller à l'interdiction directe. Après, maintenant, vous avez vu que le ministre de la Communication et celui de la Sécurité sont venus voir les journalistes pour, en tout cas, essayer d'apaiser la situation et montrer qu'ils ne sont pas du tout ignorants de l'existence d'une voie, celle de la tempérance sociale, du dialogue avant la marche. Même celle qui est projetée ce vendredi, je pense qu'on ira forcément vers un système de dialogue et la mise en place d'un cadre de concertation pour que cette marche-là ait lieu. Et je pense qu'elle va avoir lieu. Et ça sera quand même pas du tout une bonne chose pour l'image de notre gouvernement. Parce que là, ils vont être dans une situation assez difficile. Soit ils maintiennent l'interdiction et maintiennent l'ordre et matent avec la même pertinence comme ça a été fait le 2 juin, soit maintenant ils acceptent de rentrer dans le cadre du dialogue et là, ils vont simplement se dédire en prouvant qu'ils auraient pu faire ça le 2. Voyez-vous. Donc, souvent, on use de ces moyens qui peuvent se retourner contre vous-même. La situation actuelle doit être pas du tout facile en termes d'évaluation par rapport à cette situation. Donc, la voie de la tempérance existe, la voie également de la concertation a toujours existé. Et je pense qu'il faudrait qu'on en use de plus en plus d'ici le 29 juillet. Très bien. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Retour donc sur ce plateau avec nos invités, Maître Abdraman Ben Mamata Touré, juriste, Diadje Keita, également juriste. La question, que disent les textes maliens sur les manifestations? Alors Ben Mamata tantôt a signalé qu'une nouvelle marche est prévue pour vendredi, c'est en perspective pour cette semaine. Alors Diadje Keita, quelles sont les chances quand même pour cette marche de pouvoir se tenir? Alors, Maître Touré a fait allusion à la situation de la marche précédente tantôt en disant que le gouvernement a deux voies, deux choses l'une. La première, elle invalide. On va aller comme dans la première marche, à savoir qu'on va interdire la première marche, ce qui, à mon sens, va être eu égard à tout ce qui a été dit et par la communauté internationale et par les différentes chancelleries occidentales. Je pense que les chances sont minces pour qu'on l'interdise. La deuxième hypothèse, c'est qu'on accepte, plutôt que le gouvernement valide, accepte la marche-là, auquel cas le gouvernement va se dédire. Et dans ce cas, ça donnera des arguments à ceux qui sont sortis et même à ceux qui n'avaient peut-être pas d'opinion sur ce sujet-là, de se poser la question pourquoi nous n'avons pas accepté d'organiser, pourquoi le gouvernement n'a pas accepté l'autorisation de la première marche. Et donc, à mon sens, il y a de fortes chances que la marche du 8 juin soit validée par le gouvernement, au regard de tout ce qui a été dit par les différentes chancelleries occidentales, au regard de la situation sociale qui est très très tendue dans notre pays. Je pense que et le gouvernement et l'opposition, nous avons tous intérêt à ce qu'on appelle à apporter un peu de tempérament, en fait, de baisser un tout petit peu de tempérament, donner un peu d'air à la situation politique qui, à mon sens, me semble un peu très tendue ces dernières. Mais dans ce cas, quels sont les enjeux quand même d'autoriser cette nouvelle marche? Les enjeux sont politiques. Politiques, et ça va, à mon sens, de la crédibilité de l'État même, enfin, de ceux qui sont au pouvoir. Je m'explique. Pourquoi autoriser dans l'hypothèse où la marche du 8 juin, on n'en est pas là encore, je ne connais pas la réponse, dans l'hypothèse où la marche est confirmée, est autorisée par les pouvoirs publics? On va dire, mais pourquoi nous n'avons pas accepté dans un premier temps? Vous venez d'accepter, il y a une semaine, c'est quelque chose qui avait déjà été interdit. Pourquoi dans ce cas-là? Première hypothèse. Deuxième élément de chose, c'est encore une fois la crédibilité de ceux qui nous gouvernent. La crédibilité politique. La parole donnée. Et de deux choses l'une. Si les raisons étaient juridiques et qu'on revienne là-dessus, on se contredit complètement. Si les raisons n'étaient pas juridiques, elles étaient politiques, les raisons d'annulation étaient politiques, encore une fois, que deviennent les paroles plutôt, que devient la parole politique? Que vaut la parole politique? Que vaut un acte posé par nos gouvernements? Là, c'est une question à dimension politique. Je ne saurais répondre à cette question. Okay. Ben Mamata, votre avis par rapport à l'enjeu d'autoriser cette nouvelle marche prévue pour le vendredi prochain? Moi, je pense que souvent on complexifie des situations simples. Vous savez, s'il n'y avait pas eu cette interdiction, on n'aurait pas assisté peut-être à toute cette scène, à toute cette situation. Quelque chose de relativement simple que de manifester et d'exprimer son opinion, parce que cette marche, cette manifestation est un mode d'expression de la liberté d'opinion. Ça participe, comme on l'a dit, à l'éducation des masses. En matière démocratique, c'est la revendication des droits. Pourquoi l'interdire? Et les raisons pour lesquelles elles sont interdites juridiquement, elles ne tiennent pas. La seconde interdiction également, elle va s'appuyer sur les mêmes raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est des raisons qui ne tiennent pas juridiquement. L'état d'urgence ne peut pas servir à justifier cette situation. Donc, soit maintenant on se dédie, soit maintenant on maintient la cohérence en matant ou en faisant fi de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit de par le monde entier, soit maintenant également les tempérances sociales jouent de tout leur poids et parviennent à convaincre la coalition pour l'alternance à ne pas organiser cette marche, parce que nous sommes également au Mali et ces voies parallèles existent. Donc c'est les trois hypothèses en tout cas qui se présentent à mon niveau. Moi je pense que c'est une marche plutôt qui aura un enjeu très très sérieux si vraiment on interdit la marche. S'il ne tenait qu'à moi, le gouvernement laisserait simplement les manifestants faire leur marche et en tirer les conséquences ultérieurement.
Okay. Mais la raison évoquée, c'est l'état d'urgence. En fait, l'état d'urgence qui doit être prolongé jusqu'en octobre. Alors que la campagne même pour les élections présidentielles, ça commence le 7 juillet en principe. Est-ce que dans ces cas, quel sera l'impact de cet état d'urgence-là sur la campagne des présidentielles? Comme on l'a dit, l'état d'urgence n'entraîne pas automatiquement une mise en sommeil des libertés. Elle n'entraîne pas une interdiction générale ipso facto. Elle peut être générale ou particulière l'interdiction. Et cette fois-ci, c'est une interdiction particulière. Il n'y a pas d'interdiction générale de manifester, n'est-ce pas? Là, c'est une interdiction particulière qui devait s'appuyer sur des motifs bien précis, objectifs, évalués maintenant et puis interdite. Et maintenant, on va voir en fonction de la situation des campagnes, de l'ouverture des campagnes, est-ce que le gouvernement, si le gouvernement estime plutôt que les conditions d'une campagne sereine, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, le gouvernement également pourrait s'appuyer sur cet état d'urgence, en tout cas par rapport à l'objectif principal de cette mesure. À défaut, moi, je ne vois vraiment pas de contrariété entre l'état d'urgence et l'expression des libertés publiques. Parce que l'état d'urgence a été instauré pour protéger même les libertés. Protéger nos libertés contre qui? Contre les terroristes, qui sont des assaillants insaisissables, imprévisibles et qui n'ont même pas de limites. Donc cet état d'urgence ne peut pas venir restreindre nos libertés pour toutes les raisons. On les fait simplement par rapport à cette menace dont on vient de parler tout à l'heure. Donc moi, je pense que le besoin de cohérence est une donne essentielle, en tout cas, pour amener les populations à suivre le gouvernement et à l'accompagner dans le cadre d'une élection apaisée, comme attendu par tout le monde. À défaut, nous serons dans une situation où nous serons en face d'un gouvernement qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas un gouvernement, on ne peut pas le soutenir, on ne peut pas le suivre. Ça écorche un peu la crédibilité des mesures. Là, on a l'impression pratiquement que nous sommes en train de jongler. C'est un jonglage. Tantôt, on prend un texte, après, on réfléchit à la conséquence. Tantôt, on se dit que, on l'a fait dans ce cas-là, si ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que tout cela dénote d'une forme de gouvernance ou de situation qui n'est vraiment pas suffisamment mûrie, en tout cas, qui s'adosse peut-être sur des raisons politiques. Moi, je suis persuadé qu'ils ont des conseils techniques, des administrateurs civils chevronnés, qui maîtrisent parfaitement les textes et qui leur disent exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, mais malheureusement, souvent, les raisons politiques l'emportent sur les raisons techniques. Okay. Djadje Keita, alors, au regard de tout ce qui est en perspective pour les campagnes, quand même, pour les présidentielles, alors, d'après vous, quel sera l'impact de cet état d'urgence-là sur ces campagnes? Alors, je crois qu'il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire que la situation de l'état d'urgence, que Maître Touré a eu à le rappeler tout de suite, c'est effectivement cette situation, ce régime d'état d'urgence, il est là pour protéger les paisibles citoyens contre d'éventuelles menaces. C'est l'objectif premier de l'état d'urgence. Mais quand ce régime d'état d'urgence permet, ou en tout cas le pouvoir politique se permettent ou s'abaisse, se réfère sur ça pour interdire des marches de l'opposition, la question se pose. Pour aller à la suite de ce que vous avez dit, quelles sont les perspectives, notamment la campagne électorale qui va s'ouvrir? La question, elle est pertinente. De deux choses l'une. Soit on va continuer à se dire, bon, ben, finalement, l'état d'urgence, il est là, ce régime-là est là pour protéger les paisibles citoyens contre d'éventuelles menaces. Mais il faut l'encadrer. Donc, on va laisser la marche, les réunions se faire, la campagne s'ouvrir comme il le faut, les réunions vont se tenir, les différents partis politiques vont s'atteler à la conquête du pouvoir. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va dire, ben, l'état d'urgence, il est là. Finalement, la campagne électorale, les partis politiques ne pourront plus mener campagne. Et c'est toute la question, tout le nœud du problème est là. En réalité, monsieur, toute la question, c'est de concilier liberté de manifestation et l'esprit de l'état d'urgence. Je pense qu'on en est à plein dedans. Je pense que tout le gouvernement doit prendre la mesure et pouvoir dénouer ce nœud-là. Ok, en dernier ressort maintenant, certains pensent que c'est tout simplement politique. Alors, est-ce réellement une question de manifestation ou d'état d'urgence? Cette interdiction du samedi dernier, réellement, d'après moi, réellement, cette question, elle est vraiment politique.
Elle est vraiment politique et je ne saurais la répondre par oui ou par non. Encore une fois, l'état d'urgence, je l'ai dit au début de cette intervention que les pouvoirs publics se réfèrent là-dessus. En fait, c'est un mot qu'on peut mettre tout dedans, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. D'ailleurs, dans d'autres régimes qualifiés ou qu'on appelle de dictatoriaux, vous savez, les dirigeants se permettent de mettre les opposants ou les opposants au régime en leur qualifiant de porter atteinte à l'ordre public. C'est un mot où on peut mettre tout dedans. Et donc, pour revenir à la question de ce qui nous concerne ici, l'état d'urgence est une situation qui est estimée par les services publics, par les autorités de l'État. Encore une fois, je me répète, ces autorités, elles ont des informations peut-être que vous et moi, nous n'avons pas. Tout est relatif. Elles ont des informations que nous n'avons pas. Et à partir de ces informations-là, elles peuvent estimer, les autorités maliennes, les pouvoirs publics peuvent estimer que la marche peut porter, en tout cas, elle représente des dangers. Ou lors de la marche, il risque que des dangers se produisent. Ça, c'est la première hypothèse. Et donc, voilà, je ne saurais pas vous dire effectivement si l'État malien, les pouvoirs politiques maliens se sont référés là-dessus pour interdire ou si c'était pour des raisons politiques. Évidemment, les opposants vont dire que c'est pour des raisons politiques. Ceux qui sont du pouvoir vont dire que c'est purement des raisons juridiques. Le débat est en marche. Mais vous seriez conseiller de l'un ou l'autre camp. Quels sont les conseils en dernier ressort que vous allez prodiguer pour la marche en perspective pour le vendredi prochain? Moi, je suis de la tendance, encore une fois, comme je le dis, je crois que le gouvernement malien ou les autorités du pouvoir politique, de ma lecture, j'aurais tendance à autoriser la marche. La marche de la réforme constitutionnelle, comme je le dis encore une fois au début de cette intervention, elle a lieu ici à Bamako. Cette marche a été encadrée. Je me rappelle, cette marche a été encadrée. Et donc, on aurait pu faire la même chose. Et je crois savoir, je n'étais pas à la marche du 2 juin, mais je crois savoir que le nombre de manifestants n'était pas aussi important que la réforme constitutionnelle. Et donc, il n'y a pas de raison, et d'autant plus que c'était le même itinéraire. Donc moi, j'aurais tendance à dire effectivement à autoriser la marche et puis éventuellement à l'encadrer, continuer des négociations avec les organisateurs de cette marche-là. Très bien. Ben Mamata, était-ce réellement une question de manifestation ou d'état d'urgence? Moi, je pense que c'était plus une question d'impact politique négatif d'une telle manifestation sur le régime actuel, parce que nous sommes dans une situation où les états-majors des différents camps commencent à s'organiser. La pré-campagne a déjà commencé. Donc les raisons politiques ont prédominé forcément dans cette situation. Les raisons juridiques, comme on l'a évoqué ici tout à l'heure, sont des raisons qui ne tiennent pas du tout à l'analyse. Hein. Ça, c'est quelque chose d'évident. Et c'est très, très grave, et très grave surtout pour des amis de la loi que nous sommes. Et dans un pays de liberté où les libertés publiques peuvent être menacées dans ce contexte au nom d'un état d'urgence a priori protecteur, moi je pense simplement que nous avons intérêt à rester derrière les textes et à préserver en tout cas notre démocratie, à la renforcer dans le cadre d'une plus grande cohérence et cohésion surtout de toutes les tendances. Nous aimons tous dire au Mali, mettons le Mali devant, c'est une question de nation avant d'être une question de camp. Moi, je pense que nous avons l'occasion de mettre cela en avant. Et personnellement, si moi j'étais le président de la République, j'aurais invité les marcheurs à venir me retrouver au palais après la marche pour discuter avec eux et recueillir leurs préoccupations et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler pour aller vers l'organisation des élections transparentes, parce que c'est ce qui est demandé et rien de plus. Le pouvoir, il l'a dit le président lui-même, nous le pensons tous pour des raisons religieuses ou culturelles, c'est Dieu qui le donne. Donc à partir du moment où c'est un don divin, nous autres humains, ce qui nous appartient, c'est l'organisation du processus. Et cette organisation, elle s'est faite sur la base quand même des normes que nous avons établies, des normes également qui s'appuient sur notre texte fondamental. Et nous avons toutes les capacités intellectuelles, les valeurs morales pour rester derrière ces normes-là. Naïvement, je pense sincèrement que nous pouvons mettre bas la terre et faire ce que nous avons à faire en tant qu'humains.
dans le cadre de la dévolution divine de ce pouvoir, comme nous aimons à le dire, même si la démocratie est plus rationnelle. Donc je pense que la marche du samedi, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Et s'il y a interdiction, c'est quelque chose d'éminemment grave et dangereux pour notre démocratie. Très bien. Nous disons merci à Maître Abdraman Ben Mamata Touré, il est juriste. Merci à Diadje Keita, également juriste. La question qui était posée dans ce grand dialogue, c'est que disent les textes maliens sur les manifestations. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mise en onde par Mamadi Keita. La régie vidéo était assurée par Noundire. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré assurait la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.